socle commun que les médias surplombent, dans lequel surplombe tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est comment est construit cet espace médiatique stigmatisant? C'est un espace séparé du reste de la ville. Donc, l'isolement du quartier dans le nord, c'est déjà resignifié comme abandon. Il y a aussi le périphérique qui devient une frontière d'un espace autre. Les ordures disent la nature des gens qui les habitent. Les résidents sont racontés seulement à travers les comportements négatifs, déprivés de toute initiative personnelle qui ne soit pas le comportement déviant. Et la chose intéressante ou triste, c'est qu'une fois que s'est construit cette représentation, on utilise, même si, comme tu disais, l'idée de représentation au début peut ne pas être très heureuse, mais ces plastiques restent tout le temps pour 20 ans et continuellement. Donc, des mots comme enfer, ghetto, lager se reproduisent tout le temps, imperméables aux petites, légères, modestes modifications comme effet des interventions sociopolitiques du quartier. Donc, parce que l'information est gouvernée par des stakeholders, des groupes d'intérêt sur l'espace qui ne sont pas les résidents, qui n'ont aucun pouvoir, et même la préoccupation de se raconter. Donc, alors la représentation, les stigmes, c'est il y a une frontière et il y a les hommes et les femmes de frontière, c'est-à-dire ceux qui peuvent parler des autres et qui les stigmatisent, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les bénévoles, les policiers, les curés, les profs, les proviseurs, qui sont les exégètes de toute la vie qui se passe, de la vie, de comment ils habitent, de leur vie sexuelle, de leur vie intellectuelle, s'ils pensent, s'ils ne pensent, de ce qu'ils font. C'est-à-dire il y a des traducteurs. Parce que le monde de la zen, l'univers social, est présenté comme alien, différent. Donc, vous savez que Goffman, alors on passe fait un petit pas, disent que c'est lui qui définit stigma. Pourquoi c'est intéressant, sa définition? Parce que pour un sémioticien et pour un anthropologue, parce qu'il définit stigma en tant que relation entre une marque, c'est-à-dire un signe, un attribut, et ce qu'il appelle undesirable characteristic, quelque chose qui n'est pas souhaitable, désiré, c'est-à-dire des stéréotypes. Et les stigmas, si c'est ça, donc pour un sémioticien, ça commence à résonner très facilement, mais aussi pour un anthropologue, un ethnographe. Parce que le problème, ce sera, si ça c'est le stigma, le problème ce sera de délier, donc de sémiotiser autrement la relation qu'il y a entre l'attribut ou les marques qui est défini socialement par ceux qui peuvent le définir, les différences, et les stéréotypes. Vous savez que Goffman parle de 3 types de stigmas. The abomination of the body, the blemishes de la caractère individuel et le stigma tribal of race, nation et religion. Il ne parle pas de territoire. Goffman ne parle pas de stigmatisation liée au territoire. Quand nous savons dans les médias que c'est parce que j'habite dans un quartier comme ça, que je ne trouve pas de travail. Souvent, beaucoup de résidents de Rasen, quand ils font des colloques de travail, ils ne disent pas qu'ils habitent dans le quartier, mais ils disent à côté, quand ils font des dates, c'est-à-dire font des rendez-vous galants, ils disent toujours, les jeunes, qu'ils habitent là-bas, mais toujours à côté, ou ils n'invitent jamais leurs copains, leurs copines dans le quartier. Donc là, c'est l'effet que la frontière existe, parce que c'est une réponse à ça. Mais donc, Goffman ne parle pas de territoire comme lieu de stigmatisation. C'est Luc Vacan qui a mis en évidence ça. Mais à la Zen, qu'est-ce qui se passe et que c'est intéressant?
c'est qu'il n'y a pas seulement le stigmate sur le territoire, mais ce qui est stigmatisé, c'est la manière d'habiter, c'est le rapport à l'espace. Je vous souviens l'histoire de ce quartier. C'est un quartier qui était occupé illégalement et quand il y a un marché informel d'occupation illégale. Il n'y a aucun contrôle légal sur ce marché. Il y a un institut, qui est l'Istituto Case Popolare, qui doit gérer, faire l'entretien de ce quartier, mais il ne le fait pas. Ce sont les gens, même les résidents, qui entrent. Donc, tout c'est la question sur l'espace intermédiaire, sur l'espace qui le gouverne. Ça saute à la ZEN. Donc, il y a une sorte d'absence des règles appliquées. Il y a un règlement intérieur que les gens se donnent, mais ce n'est pas celui qui vient de l'extérieur. Pourquoi j'ai dit que c'est une sorte de... La chose, l'originalité, si on peut dire, de la ZEN, c'est que la stigmate, pour le port de stigmate, c'est que c'est l'habiter, la manière d'habiter, c'est-à-dire comment les gens entrent. On dit dans les journaux, au départ, ce sont des ordres de barbares, parce que c'était la casse de la porte. C'est-à-dire, pour occuper illégalement, il faut casser une porte. Quelques-uns l'ont fait, mais souvent c'était les gardiens de l'OIACP, c'est-à-dire comme l'équivalent de l'HLM, qui ouvraient les portes aux gens pour occuper illégalement, sur compensation. Donc, ils disent qu'ils détruisent le logement en enlevant les équipements sanitaires, tout ça. Oh, les travailleurs sociaux, ils disent que les femmes, quand ils visitent, ne sont pas capables de mobilier l'espace domestique. C'est une utilisation inadéquate de l'espace domestique. Une autre chose, là c'est intéressant, on dit que dans les maisons de la ZEN, il y a absence d'intimité, il n'y a pas de privacy. Donc, vous savez, alors, c'est-à-dire, c'est la métaphore de la promiscuité. On sent les voisins qui ont ces relations, on peut dire, affectueuses avec sa propre femme. Une autre chose qu'ils disent, les journaux, c'est quand tu vas de la ZEN, tu as peur. Il y a un désert menaçant. On a peur d'entrer. Donc, vous voyez comment la définition des stigmas que je vous ai donnée, ça joue ici. Il y a toujours des marques qui deviennent significatives, des index, et associés à des représentations stéréotypées qui disent surtout la classe moyenne des travailleurs sociaux ou de la majorité silencieuse de laquelle surgit cette représentation. Alors, quelle est la conclusion de ça? Que la ZEN, on ne peut pas habiter, on ne vit pas d'identité, pas de mémoire, pas d'appartenance, pas de réseau, on est atomisé. Donc, il faut défaire ce processus qui disent Susan Galley, un anthropologue linguistique de Chicago, par rapport au langage, de la iconisation. C'est-à-dire, moi je l'utilise par rapport à la façon d'habiter, il faut délier le rapport entre ce qui est la différence, les marques de la différence, de la distinction, et les réinterprétations dominantes comme des icônes. Il faut indexiser les icônes, les stéréotypes. Qui signifie que tous ces éléments, là c'était la voiture cassée, on avait discuté pendant la vie. Qui signifie que tous ces différents, ces marques, sont à être pensés comme des effets ou des instruments des rapports sociaux. Donc, il faut une inference, causal inference, et pas association iconique d'un code. Donc, signifie, on dit, il y a un sens à découvrir, on va le découvrir en allant sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on découvre? Je reviens, que par exemple, pourquoi on entend tout dans la maison? Parce que les entreprises, les maîtres d'œuvre qui ont bâti, ils ont lucrato, ils ont utilisé du matériau de qualité très basse pour lucrer ou rentabiliser l'argent de façon aussi illégale. Il y a eu des suspensions 2 fois pendant le temps. C'est-à-dire l'histoire, il y a toute une histoire derrière. La dégradation physique extérieure
n'est pas la méchanceté des gens, mais c'est qu'il n'y a pas d'entretien de la part de ceux qui doivent entretenir, c'est-à-dire l'Istituto Case Popolari qui n'a pas d'argent parce qu'ils se sont tout foutus, on dit, pardon, ils ont tout mis en d'autre part. Si vous allez voir les jugements de la Cour des comptes, les juges qui contrôlent l'utilisation de l'argent public pour l'entretien de la ZEN, vous sentez des mots très, très, très sévères. Donc, derrière tous les signes, il y a des relations, des rapports causaux et des rapports sociaux qu'il faut mettre en évidence. Donc, et c'est à travers ça qu'on peut sémiotiser autrement, c'est-à-dire rendre différente dans l'espace public, parce que nous aussi, nous parlons dans l'espace public en tant que chercheurs sociaux, et contribuer à faire bouger la manière de penser la ville et les banlieues. Les résidents ont la voix, personne ne l'entend. Il ne s'agit pas de donner la voix aux résidents, c'est que personne va sur le terrain à les entendre. Ils ont d'autres préoccupations, celui de survivre, comme tout le monde maintenant aussi hors de la scène. Donc, et là, c'est très important. Donc, je crois que, et sur cela, je termine. Moi, j'ai trouvé beaucoup de... Je remercie cette invitation, parce que ça m'a permis de réfléchir à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de trouver une relation entre une notion de sémiotique qui me permet de penser l'espace, pas comme une lecture, un texte, mais comme un objet de perception et d'action. Donc, et aussi de croiser avec ce qui est l'expérience de l'anthropologie, c'est celui d'aller sur le terrain, c'est-à-dire d'apprendre, je n'ai pas dit de lire l'espace, mais d'apprendre, il y a des gestes qu'il faut prendre. L'espace est appréhension. C'est pour ça que je vais demander aussi à Valérie comment les gens décrivent leur espace et aussi quel est l'usage, les pratiques. Qu'est-ce qu'ils font de cet espace? C'est plus que l'usage, parce que si je parle d'usage avec des architectes, des urbanistes, ils vont tout de suite sur la fonction, il n'y a plus rien à dire. Un toit sert pour protéger de l'eau, ok, qu'est-ce que j'ai davantage? Donc, ça, pardonnez-moi, c'est comment dire, la mise en scène un peu défectueuse qui n'est pas, par ailleurs, ma faute. Et, ok, je suis là pour des questions.